Voilà, donc nous allons aborder dans quelques minutes notre deuxième table ronde. Nous avons 3 de nos invités. Le quatrième va nous rejoindre en visio. Mais avant de lancer donc, cette deuxième table ronde, je vous propose donc d'aller voir ce qui se passe donc, du côté de nos 4 personnes qui étaient bloquées dans un ascenseur. Alors, j'ai appris à la pause, ça y est, qu'elles avaient pu être dépannées. Et donc, elles sont allées prendre un café ensemble pour se remettre de leurs émotions. Donc, on va peut-être continuer de découvrir en caméra cachée ce qu'elles se disent. Vous réagissez dans le chat, bien évidemment. À tout de suite. Ah, la liberté, il n'y a que ça de vrai. Yes, Bernard, carrément. Et c'est pour ça que je veux faire partie de rien, moi. Eh ben, moi, pareil. Oh, mais non, mais enfin, ça n'a rien à voir. On peut être libre tout en faisant partie d'une association. Bien sûr, on est contraint en rien. Tu parles, faut pas filer genre une cotisation. Ah bah oui, surtout en ce moment, on est sollicité de partout avec les dons, hein, surtout en cette période de fin d'année. Tiens, tous les jours, moi, je reçois une lettre qui me dit « N'oubliez pas de faire des dons avant le 31 décembre. Bah, c'est normal. C'est pour vous permettre de déduire des impôts l'année d'après. Bah, Ah ouais. moi, je suis étudiante, donc je paie pas d'impôts. Alors, Oui, mais le financement pour une association, c'est comme partout. C'est le nerf de la guerre. Oui, ça nous permet de fonctionner et aussi d'être de plus en plus formés et performants pour apporter une vraie aide experte à nos adhérents, des outils, de l'information. mais moi, je trouve tout ce que je veux sur Internet, hein. Mais est-ce que c'est fiable? Vérifiez. Mais grave, il y a plein de scientifiques sur les réseaux qui ont des comptes certifiés, hein. Ils sont pas tous dans leur labo. Ah là là, Chloé, attention aux fake news et aux pseudo-données. Faut qu'on se débrouille par nous-mêmes, on est lâchés dans la nature. Ouais, surtout que quand on est malade, hein, bah, on n'intéresse personne. Non, mais attendez, vous sentez pas comme un paradoxe, là? Bah, non. Bah, vous voulez qu'on s'occupe de vous, mais en même temps, faire partie de rien. Oui, c'est pas très logique et vous vous privez d'une aide précieuse, de rencontres avec des gens qui souffrent des mêmes choses que vous. Bah oui. Ah non. Rencontrer des cardiaques, eh ben, ça fait pas rêver, hein. Et il paraît que ça donne mauvais caractère, les maladies de cœur. Ah bon? Sans blague. Ben, moi, avec ma maladie super rare, si on est genre une 50aine en France, c'est le max. Ouais. Alors, Mais oui, mais Chloé, justement, dans une assoce, avec tout ce que tu sais, tu pourrais être très utile pour donner des infos sur cette maladie. Ah oui, tu pourrais devenir patient expert, comme moi. Ah ça, j'en connais un rayon sur le diabète. Plus que certains médecins, tiens. Oui, enfin, Ah si, quand même, Si, hein, si, enfin, quand d'ailleurs. même. Si, d'ailleurs, ce serait bien qu'on reconnaisse vraiment mes compétences, hein. Eh oui. Et que, tiens, peut-être songer à l'avenir à nous rémunérer, hein. Ça, c'est pas de mal à veille, je pense. Mais il faut tout faire pour. Oh là, Chloé, Oui. Chloé, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce ne que- vous inquiétez pas, c'est ma maladie, ça agit sur les muscles. Je pense que je suis restée debout trop longtemps dans l'ascenseur. Du coup, je suis dans le mal, mais promis que ça va passer. C'est sûr, ça va aller? Ouais, tranquille, il faut juste que je me pose 2 secondes. Ah, décidément, je comprends rien, moi, cette gamine. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends rien. Ah bah tiens, c'est comme l'examen que m'a prescrit mon médecin hier. Ah oui, c'est quoi? Eh ben, il m'a prescrit une ergospirométrie. Ah. Je ne sais pas ce que c'est. Eh ben, Je on sais pas. va regarder, hein, n'est-ce pas, Chloé? Hein? Allez, Non. ergospirométrie, mot-clé maladie cardiaque, insuffisance cardiaque. Ok, ça marche. Et vous êtes sûr que vous allez trouver tout ça là-dedans? Oh oui, ça y a des chances. Yes, trouvé. Moi aussi. Alors, l'ergospirométrie est un test d'évaluation cardio-respiratoire et métabolique à l'effort qui objective la puissance maximale développée. Elle évalue les réactions cardio-circulatoires et respiratoires avec une mesure directe des échanges gazeux. Bien. Et en clair? En clair, ça veut dire que vous allez pédaler. Hein? Non, c'est un test d'effort sur un vélo. Ah, d'accord. Et c'est très utile pour comprendre la cause des symptômes qui peuvent apparaître à l'effort, comme essoufflement anormal, fatigue inhabituelle, palpitations, etc. Oui. Mais comment vous savez tout ça, vous? Oh, bah, il y a pas mal de patients cardiaques à la MAM. Alors, à force, je connais le sujet. Finalement, hein, une association,
Ça a du bon. Oui, oui. Je crois qu'on vient de démontrer la force du collectif. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. On va pas se mentir, on a trop déchiré. Est-ce que je peux faire une story avec vous pour ma communauté? Ils vont trop kiffer, ouais. Oui, Bien pourquoi sûr, pas. c'est bien sûr. Une story, c'est quoi une story? Non, vous inquiétez pas, Bernard, ça fait pas mal. C'est juste une vidéo. Hein. Salut la commu, aujourd'hui journée de malade, mais vous allez halluciner. Keblo dans l'ascenseur de l'hôpital pendant 1 heure avec des gens que je connaissais pas du tout. Alors au début, c'était super malaisant, on va pas se mentir, hein, mais bon, au final, ils sont tous méga stylés. Oh. Non, c'est vrai. Bref, on vous aime. Kiss, kiss. Attends, c'est quoi qui se kiss? C'est des bisous. Des bisous. Plein de bisous. Bien, donc je vous propose d'entamer notre deuxième table ronde de patients inclus, patients citoyens. Comment rendre encore plus efficace et plus effective la participation des patients? Comment faciliter l'accès à l'innovation pour ceux qui en sont éloignés pour des raisons diverses qui peuvent être liées à l'accès au numérique ou encore à des personnes qui peuvent être en situation de précarité? Donc, ce sont ces questions que nous allons aborder. Donc, avec à mes côtés, Eric Sala, vous êtes patient expert, membre du comité patient sans voix. À vos côtés, donc Guillemette Jacob, vous êtes cofondatrice de Sentinelle, et Jean-Philippe Plançon, vous êtes vice-président de l'Alliance Maladies Rares et président de l'Association française contre les neuropathies périphériques. Et nous allons accueillir en visio le docteur, vous êtes là, c'est formidable, Serge Bouzna, directeur du Centre Babel, qui est donc un centre de médiation interculturelle. On va vous retrouver dans quelques minutes. Peut-être, Eric Sala, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, puisqu'on va parler d'inclusion, c'est comment est-ce qu'il est possible d'identifier des besoins de santé qui ne sont pas couverts? Voilà, donc déjà, difficulté, et comment est-ce qu'on peut répondre à ces situations? Un exemple peut-être? Oui. Question, comment identifier des besoins de santé qui ne sont pas couverts? On a la réponse dans la question, c'est que il faut avoir plusieurs cas pour qu'on puisse identifier un symptôme ou des symptômes communs. Ça, c'est le premier point. La démocratie en santé est là, normalement, aussi pour pouvoir donner la parole à tous les patients. Malgré tout, vous avez cité tout à l'heure, j'étais membre du collectif Patients sans voix. Alors, qu'est-ce que ce collectif Patients sans voix? C'est un certain nombre d'individus qui, à titre personnel et représentant des associations, se sont mobilisés depuis 4 ou 5 ans avec l'aide de l'Alliance Merck-Pfizer pour donner la parole ou essayer de donner des moyens d'expression à des personnes qui n'en ont pas, soit parce qu'on ne reconnaît pas leur pathologie, soit parce qu'ils sont trop éloignés du soin ou des moyens de communication comme tout à l'heure la jeune femme dont on parlait sur les réseaux sociaux, dont j'ai oublié le nom, Ivana, je crois. Voilà, Ivana. Donc, ça fait 4 ou 5 ans que nous travaillons sur cette problématique, c'est-à-dire essayer de donner les moyens d'accès et d'identification et de reconnaissance à des personnes qui n'en expriment pas le besoin. Ce n'est pas évident. J'ai tout à fait, d'ailleurs j'ai conscience de cela, puisque tout à fait récemment, j'ai dit que je ne voyais pas d'issue extrêmement positive, parce que pouvoir donner la parole ou permettre à des gens qui n'expriment pas de besoin d'exprimer leur désarroi, ce n'est pas facile, surtout quand on n'est pas atteint de ces pathologies. Voilà. Parler pour quelqu'un d'autre, c'est toujours très, très compliqué. Donc, voilà où on en est au bout de 4 ou 5 ans, mais il n'empêche que c'est un travail de fond qui a été fait, et on a édité d'ailleurs à ce propos 3 brochures
La première faisant un point sur les outils de la démocratie en santé. La seconde était un benchmark, donc c'est-à-dire une étude par rapport à d'autres expériences européennes existantes pour donner la parole à des patients dans d'autres pays. Et la troisième, j'ai oublié la thématique, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a 3 brochures qui existent. Vous pouvez les consulter d'ailleurs sur le site de Aider à aider, qui normalement a mis en ligne ces 3 brochures. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le thème de cette journée, c'est les nouveaux, pourquoi pas les nouveaux patients, mais Les nouvelles mobilisations. voilà, les nouvelles mobilisations. Alors là, par contre, j'ai 2 ou 3 exemples à vous donner. Rapidement. Une nouvelle mobilisation associative. Là, depuis tout à l'heure, on parlait de l'accompagnement des associations, de l'écoute qu'elles pouvaient avoir. Je vais parler de ce qui me concerne le plus, c'est-à-dire le VIH-Sida, dont on va bientôt fêter je ne sais plus, bientôt 40 années. L'association AIDE, depuis 5 ans, a développé une proposition d'offre de soins. Donc, c'est une association de patients qui met en place des lieux de soins dans des villes spécifiques. Donc, on a Paris avec le 190, on a Nice, Marseille, Montpellier, bientôt Bordeaux, pour l'instant, oui. Et ces lieux de soins sont des lieux de soins ouverts sur la santé sexuelle. Donc, ce n'est pas ouvert qu'aux gays et qu'aux homosexuels, soyons clairs. C'est ouvert à toute personne ayant des difficultés dans le cadre de sa santé et des impacts sur la santé sexuelle, sur lesquels ils vont trouver un certain nombre de professionnels de santé dirigés par des associatifs, un point important, pour trouver une écoute et un accompagnement spécifique, mais également une prise en charge de leur parcours de soins, en conservant un côté anonyme et gratuit. Donc, ce sont des centres de santé pour un certain nombre d'entre eux. C'est un point extrêmement important parce que cette nouvelle mobilisation associative est assez peu développée. L'autre exemple que j'ai, c'est pour l'association qui s'appelle Agir pour la santé de la femme ou des femmes, qui est une association assez importante, mais que je ne connaissais pas encore récemment, et qui organise des maraudes, un peu comme fait la Croix-Rouge. Et ces maraudes se font auprès des populations les plus vulnérables et les plus précaires, donc auprès des femmes vulnérables et précaires, pour leur permettre d'avoir accès à un certain nombre de dépistages et d'accompagnement dans leur pathologie. Donc, le modèle associatif évolue également vers un modèle de service, si je puis dire, veuillez m'excuser l'expression, extrêmement poussé, puisque là, on en est à la reconnaissance de la professionnalisation de la capacité d'une association à proposer des services de santé poussés et thématiques. Voilà. Merci beaucoup pour cette illustration et ces exemples. Serge Bouzna, est-ce que vous m'entendez? Parce que vous travaillez également avec des populations qui sont éloignées du soin et on pourrait même dire éloignées du commun. Donc, comment est-ce qu'on peut faciliter leur inclusion? Quels sont un petit peu les messages que vous avez envie de partager avec nous? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer tous collectivement sur ce sujet? Oui, bonjour, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez Très bien bien. également? Parfait. Mais écoutez, merci pour votre invitation. C'est un peu compliqué parce que je suis en pleine soutenance de diplôme universitaire sur un DU qui s'appelle DU de pratique de médiation et de traduction en situation transculturelle, puisque le centre que je dirige organise des médiations en santé avec cette approche transculturelle au sein des hôpitaux, des services hospitaliers qui en font leur demande pour des situations de blocage
qui concerne très, très majoritairement des patients migrants de première ou de seconde génération, mais qui pourrait très bien être ouverte à tous les patients, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine. Et on a un temps relativement court qui nous est imparti, donc j'aimerais plutôt poser des questions et peut-être avec vous réfléchir sur des pistes de réponse. La question que je voulais aborder, c'est que nous avons aujourd'hui en France, en tout cas, des outils à disposition qui sont pour travailler auprès des populations migrantes, parfois non allophones. On a l'interprétariat et la médiation transculturelle, qui sont des outils qui existent depuis plusieurs dizaines d'années sur le territoire français, mais qui sont particulièrement sous-utilisés. On a par ailleurs des études épidémiologiques qui montrent la vulnérabilité des migrants face à la maladie chronique. Et ça, c'est démontré dans toutes les enquêtes de santé publique en termes de retard de diagnostic, de morbidité ou de mortalité augmentée dans certaines pathologies qui sont liées à la fois à l'obstacle linguistique, à la différence culturelle et parfois même à des problèmes de discrimination. On a des outils dont j'ai cité, l'interprétariat et la médiation, qui ont été évalués en termes de santé publique, en termes médico-économiques, qui sont disponibles. On a d'autres exemples, d'autres pays qui sont très largement en avance sur nous par rapport à ces outils. Je veux parler d'autres pays européens, comme par exemple la Belgique, la Suisse, ou même les États-Unis, dans lesquels les cultural brokers, ces médiateurs qui accompagnent les patients, sont là déjà depuis près de 30 ou 40 ans. Et on a aussi, en parallèle, des soignants qui sont majoritairement convaincus de la pertinence du problème posé par rapport à la prise en charge de cette population, car ils le vivent, eux, dans leur pratique quotidienne. Et donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est, avec tous ces arguments, comment se fait-il que nous n'arrivons pas à avoir une véritable politique de santé publique permettant d'introduire ces tiers, que sont l'interprète et les médiateurs, dans les pratiques des soignants? Et que ça ne fait absolument pas partie de la formation des soignants, ni la formation initiale, ni la formation continue. Voilà mon propos. Maintenant, est-ce que je développe sur ce propos ou je vous laisse rebondir là-dessus? Alors, est-ce que, voilà, peut-être, est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ces propos? Éric. Oui. Oui, je vais réagir, excusez-moi. Docteur, déjà, il y a un problème majeur, c'est l'accueil des migrants et l'évolution du cadre législatif actuellement qui n'est pas vraiment en la faveur de leur accueil. Premier point. Deuxième point, le point le plus difficile en réalité, c'est de trouver, même s'il existe des interprètes, la bonne ressource au bon moment. On le voit dans le VIH. On a eu beaucoup de difficultés à prendre en charge un certain nombre de patients et le fait qu'ils ne parlent pas le français et que de l'autre côté, on ne parle pas leur langue pose une difficulté majeure. Et trouver des interprètes, c'est un coût. Ça demande des demandes de subventions qui sont lourdes à faire pour les associatifs et c'est au cas par cas. Donc, c'est aussi un travail de tapisserie avec des points, voilà. Et puis, d'autre part, dernier point, soyons clairs, comment dirais-je, l'empathie n'est pas obligatoirement comment dirais-je, n'est pas obligatoirement la qualité la plus répandue à l'heure actuelle. Un pays qui vieillit est un pays qui a peur, et donc on a toujours peur. Et en plus, dépenser de l'argent pour des gens qui ne sont pas français, ça pose des soucis. Je dis simplement ce que j'entends et ce que je vois, c'est tout. Hein. Alors, on va aller un peu plus loin, si vous permettez, dans la discussion. Tout à fait d'accord peut-être sur les éléments que vous apportez, mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin, si vous permettez. Bien sûr, la on vous première écoute. chose, c'est que d'un point de vue médico-économique, par exemple, vous dites que ça a un coût. C'est d'ailleurs tous les administratifs, tous les cadres qui nous disent que ça a un coût. On a démontré dans une recherche qualitative et quantitative au sein de l'hôpital Necker que non seulement les économies en termes médico-économiques, véritablement, il y a une enquête qui a été faite par une équipe de chercheurs spécialisés sur les questions de santé économique, montrent que les économies sont énormes. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait intervenir une médiation dans des situations de blocage, on économise à l'hôpital
un coût énorme qui est lié au fait que les hospitalisations sont plus courtes, qu'on a réussi à mieux se comprendre et qu'en fait, on fait plus confiance aux patients après la médiation. Ça a été démontré. Ça a été publié dans des journaux tout à fait ouverts. Je vous donnerai les références si ça vous intéresse. Donc, on peut très facilement démonter l'argument financier. C'est assez facile. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui bloquent ce développement de ces outils. La première, vous l'avez un peu cité, c'est le cadre effectivement français qui ne prédispose pas à la reconnaissance de la différence culturelle des personnes. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, vous le connaissez, le débat sur la laïcité, c'est l'adhésion individuelle à des valeurs universelles. Donc, ce sont des adhésions individuelles, que vous soyez tamoul, kabyle, guinéen ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça qui intéresse la République, c'est que vous adhériez individuellement à des valeurs qui sont ceux de la France, laïcité, l'égalité, etc. D'accord, ça empêche effectivement qu'on puisse, dans les statistiques, faire remonter les vulnérabilités spécifiques d'un certain nombre de populations et de mettre en place des outils adaptés. Mais ce n'est encore pas suffisant de mon point de vue. De mon point de vue, et ça c'est beaucoup plus dans la clinique, hein, c'est-à-dire le fait d'introduire un tiers dans une relation duel entraîne un bouleversement de la relation professionnelle habituelle. On est tous formés, ici, nous les médecins, les soignants en général, les psychologues, les éducateurs, les travailleurs sociaux, à travailler avec la relation duel. En fait, qu'est-ce que ça veut dire d'introduire un interprète à qui on va déléguer le soin de traduire notre discours et à qui on ne va pas pouvoir contrôler de facto puisque je ne parle pas la langue de l'autre. Ça veut dire concrètement abandonner une partie de son pouvoir à un tiers que l'on ne connaît pas forcément. La ressource existe, hein, il y a des services d'interprétariat qui sont extrêmement performants. Je veux parler d'Interservices Migrants, par exemple, que vous trouvez dans la région parisienne hein, et qu'on peut avoir par téléphone dans toute la France. Donc, ce n'est pas le problème de la ressource qui n'est pas disponible, c'est le problème de la manière dont nous, soignants, nous pouvons introduire cette ressource dans la relation habituelle de soins qui est basée sur une relation duel médecin-patient et qui fait qu'il va falloir abandonner une partie de notre pouvoir en tant que soignant pour pouvoir introduire l'autre, parce que l'autre, ce n'est pas simplement une machine à traduire, ce n'est pas simplement un Google bis, c'est une personne qui va être là, un allié, pour nous permettre d'entrer dans le monde de l'autre. Voilà peut-être pourquoi 2 raisons, sans aller beaucoup plus loin, qui bloquent peut-être ce développement de cet outil au sein des institutions soignantes. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je propose qu'on prenne les questions à la fin ou les réactions à la fin, si vous le voulez bien. On va continuer hein, sur ce sujet de l'inclusion avec vous, Guillemette Jacob. Donc, vous définissez, vous êtes cofondatrice de Sentinelle, je le rappelle, vous définissez cette association comme une association de citoyens plutôt qu'une association de patients. Donc là, hein, je trouve ça effectivement extrêmement intéressant en termes d'inclusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bien sûr. Alors, juste rapidement ce qu'on fait. Sentinelle, c'est une communauté donc, de citoyens. Je vais expliquer pourquoi citoyens. Qui se met au service de la recherche contre le cancer. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que les personnes qui sont sentinelles et qui font partie de la communauté se sont inscrites à une newsletter. Et cette newsletter les informe des besoins de la recherche et leur permet donc de participer si elles le souhaitent. Pourquoi est-ce que je parle de citoyenneté plus que de passion? Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que la recherche n'a pas besoin que de gens qui sont ou ont été malades. La recherche, elle a besoin de tout le monde. Elle a besoin de chacun d'entre nous. Et donc, c'est important qu'on ouvre bien le scope et qu'on inclut tout le monde dans la capacité à participer à la recherche, que la société civile se rende compte que ce n'est pas qu'une histoire de gens malades, la recherche. C'est bien une histoire qui nous concerne tous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que un des postulats de Sentinelle fondamental, c'est qu'on a un système de soins qui, certes, a ses limites et qui craque un peu, mais qui est une chance quand même. Et qu'on a probablement un des meilleurs systèmes de soins au monde. Et comme on est des citoyens qui profitons de ce système de soins, donc notre citoyenneté nous donne des droits. Et moi, je considère qu'elle nous donne aussi des devoirs, en fait. Et qu'un de ces devoirs, c'est de participer à la recherche. Parce que la santé est un bien commun et que c'est ensemble qu'il faut qu'on le défende, ce bien commun. Et participer à la recherche participe
à cette défense du bien commun. Et souvent, l'image que j'utilise pour parler de la recherche, c'est de la participation à la recherche, c'est l'image du don du sang. C'est-à-dire que ça nous paraît tous naturel qu'on donne notre sang parce que on protège la santé de tous, chacun en donnant notre sang. Et ben, participer à la recherche, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que pour moi, dans le cadre de Sentinelle, c'est important pour moi de parler de citoyenneté plus que de maladie ou de patients. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi dans le débat. Et Jean-Philippe Plançon, je me tourne vers vous. Vous représentez l'Alliance Maladies Rares. Alors là, on va encore aborder un autre sujet. C'est comment est-ce qu'on peut peser dans le débat public lorsqu'on représente autant de maladies. D'ailleurs, vous allez nous repréciser le nombre. Oui, merci pour cette question. Merci pour cette invitation à ce 15e Forum Patient. Je suis ravi d'être ici. Effectivement, 7000 maladies rares, à peu près. Évidemment extrêmement hétérogènes, des familles de maladies qui ne se ressemblent pas, qui touchent majoritairement des enfants. 80% des maladies rares touchent l'enfant, sont des maladies génétiques également, à peu près le même pourcentage, 80% d'entre elles. Je crois qu'il faut repartir à… Alors, moi, je représente un collectif interassociatif, l'Alliance Maladies Rares, qui est un collectif interassociatif de 240 associations de malades, très différentes les unes des autres, et nous en avons dit un mot dans une table ronde précédente, en réalité, qui s'enrichissent mutuellement et qui nous permettent d'avancer collectivement, évidemment avec chacune, et moi, en dehors d'être vice-président de l'Alliance Maladies Rares, j'ai créé il y a 20 ans une association de patients, comme beaucoup d'entre nous. Et collectivement, eh bien, nous avons créé cette entité Maladies Rares. Alors, on n'a pas forcément le temps d'en reprendre la genèse, mais enfin, c'est parti dans les années 80, plutôt des États-Unis avec l'Orphan Drug Act, pour des raisons en fait assez juridiques, puisqu'à l'époque, une nouvelle loi un peu stringente sur l'accès aux médicaments empêchait les patients atteints de maladies rares d'accéder à leur traitement. Et donc, peu à peu, ils se sont fédérés, ont créé une grosse association qui s'appelle NORD, et une réglementation a émergé. En France, c'est arrivé un peu plus tard, en 1999, avec le règlement européen notamment. Et évidemment, des associations ont pesé dans cette histoire. La FM Téléthon, très fortement, bien entendu, que tout le monde connaît, l'association Vaincre la mucoviscidose, d'autres associations tournées vers le cancer et vers le sida à l'époque, ont été à l'origine finalement de cette grande famille des maladies rares. Alors, toute la difficulté était finalement de dégager des traits communs à l'ensemble de ces maladies, ce qui n'est pas très difficile en réalité, puisque nous avons tous, dans nos maladies singulières, comme caractéristique d'être méconnus par l'intégralité, finalement, ou pratiquement l'intégralité des médecins, sauf quelques médecins spécialistes, voire ultra spécialistes. Donc ça, c'est un trait commun. L'errance diagnostique, c'est quelque chose qui est très fort dans les maladies rares. Ce délai entre les premiers symptômes d'une maladie, et le moment où on sera capable de poser un nom sur la maladie, si tant est qu'on soit encore capable de le faire, et toutes les maladies aujourd'hui ne sont pas identifiées. Et c'est à partir de ces troncs communs que l'Alliance et que les maladies rares au sens large sont nées. Et l'Alliance, elle a pour vocation, pour répondre à votre question, évidemment d'être la voix de ces 3 millions de malades, 7000 maladies en tout à peu près, et 3 millions de malades en France, ce qui n'est pas rien, a pour vocation de peser, bien entendu, sur les politiques publiques pour accompagner ces malades, et a également pour objectif d'accompagner les associations membres de cette alliance, finalement à mieux comprendre cet écosystème, à se renforcer et à être elles-mêmes en capacité de peser sur le débat public autour de la santé et des maladies rares singulièrement. Alors, on peut en se retournant être assez satisfait de ce que nous avons fait collectivement, puisque en 2005, le premier plan national maladies rares a vu le jour, suivi d'un second, puis d'un troisième qui s'achève l'année prochaine. Et nous travaillons vigoureusement au 4e plan maladies rares. Très, très vite, ces plans maladies rares ont permis de structurer la prise en charge des malades en France, qui n'est pas rien. C'est perfectible, encore une fois, vous le disiez, madame, je crois qu'on peut être assez content, et le French bashing a ses limites. Franchement, on a quand même un système de santé
pour lequel, évidemment, nous avons tous intérêt à continuer de travailler, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Et le maillage territorial qui a été rendu, que les plans maladies rares successifs ont permis, est à cet égard vraiment important. On a créé des centres experts, des centres de référence au sein desquels on peut adresser des malades. Imaginez que vous avez des maladies, nous avions ça à l'écran tout à l'heure, qui touchent 20 personnes en France, parfois une personne, parfois 50 000. C'est très variable. Donc voilà, c'est à peu près l'écosystème dans lequel aujourd'hui nous vivons, du côté des maladies rares. 1, 2, 3, espérons-le, un 4e plan maladies rares, des filières de santé maladies rares qui coordonnent ces centres experts et qui permettent aujourd'hui à des patients partout en France d'être orientés vers un centre expert. Évidemment, beaucoup reste à faire. La bonne nouvelle, c'est que les patients, et c'était l'objet d'une table ronde précédente, les patients sont omniprésents dans les gouvernances, parfois insuffisamment de notre point de vue, et c'est aussi le rôle de l'Alliance que d'accompagner justement les patients dans la gouvernance des filières et des centres de référence. Un exemple pour en terminer, les centres de référence ont procédé récemment à une relabellisation, puisqu'elles sont labellisées par le ministère de la Santé. Eh bien, les associations de patients, toutes ont été encouragées à produire un courrier à destination du ministère, justement pour ou se plaindre finalement d'une action de tel ou tel centre expert, ou au contraire pour saluer le travail qui a été fourni. Donc c'est important, c'est un signal encourageant alors qu'on fête aujourd'hui les 20 ans de la démocratie sanitaire. Encore une fois, beaucoup reste à faire. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une phase de latence qui a été très longue, que ça s'accélère. Bon, voilà, les patients sont omniprésents. Enfin, on peut aller plus loin. Si on prend des agences, je suis très engagé, par exemple, dans une agence qui est l'agence du médicament. Vous avez dans tous les comités, toutes les commissions de l'agence du médicament aujourd'hui en France, des représentants de patients. Ce sont des signaux aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger. Et il faut continuer. Qui sont extrêmement encourageants. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour ce témoignage. Donc, nous allons prendre les questions, madame. Je pense que Sonia n'est pas loin avec un micro, sinon je viens vers vous. Hop, je viens vers vous. C'est plus simple. Merci beaucoup. Alors, en fait, je voudrais rebondir sur 2 choses. D'abord, sur ce qu'a dit le docteur Serge Bouzna, et puis ensuite à votre première question que vous avez posée tout à fait au début de la table ronde. En fait, docteur Bouzna, ce que vous évoquez, vous m'entendez? Je ne m'entends pas. Je t'entends, mais je vous écoute même. Allez, d'accord. En fait, ce que vous évoquez, c'est finalement une formation en ethnopsychiatrie. Moi, j'ai fait un peu d'ethnopsychiatrie, et l'ethnopsychiatrie, ça ne se limite pas à la psychiatrie. Il y a un centre qui s'appelle le Centre Georges Devereux à Paris 8 qui forme à ça. C'était Toby Nathan, je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler. Et il y a, par exemple, une association à Paris qui s'appelle l'URACA, c'est, attendez, je lis pour pas, l'Union de réflexion des populations africaines, et qui prévient contre le sida, justement. Et il y a des traducteurs, il y a des interprètes qui n'interprètent pas que la langue, comme vous disiez très justement, mais la culture. Parce que finalement, quand on est plusieurs en consultation avec des populations comme ça, on recrée quelque part le village. C'est-à-dire le village initial. Donc, vraiment, ce serait très important si, pour des soignants qui ont affaire à des populations comme ça, qui puissent se former à minima en ethnopsychiatrie. Voilà, ça c'est 1. 2, votre première question, quand vous disiez, est-ce que vous pouvez donner un exemple de population non couverte, enfin, de patients qui ne sont pas couverts? Alors là, moi, je vais vous dire en tant qu'oncosexologue, je peux vous dire que les patientes qui ont des problèmes sexuels à cause du cancer, des traitements anticancéreux, c'est-à-dire des assèchements vaginaux, des douleurs, ne sont pas couverts. C'est-à-dire tout ce qui est comment ça s'appelle, lubrifiant, gélules, laser, acide hyaluronique, etc., ça coûte une blinde et ce n'est pas couvert parce qu'on appelle ça des soins de confort. Or, et ce n'est pas pour eux, ce n'est pas considéré comme des traitements. Or, c'est vraiment des traitements. Quand on a des femmes qui saignent tellement elles ont mal, je peux vous dire que la sexualité, c'est terminé pour elles, en tout cas pour un temps. Donc, ça ne devrait pas être du confort, mais vraiment des traitements. Et ça, ce n'est pas couvert. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Serge Bouzna, vous souhaitez réagir? Juste un tout petit mot pour vous dire que
Le problème d'avoir de nombreux dispositifs qui interviennent dans le champ transculturel ou ethnopsychiatrique, c'est vraiment très intéressant. Une des remarques que faisaient les soignants, c'est qu'ils n'avaient pas l'information de ces dispositifs. Et depuis quelques années, grâce à des fonds européens, on a mis en place avec le partenariat de la ville de Paris une plateforme qui fait partie aujourd'hui des maisons des réfugiés. Cette plateforme s'appelle Action Transculturelle, qui recense tous les dispositifs qui sont mis à disposition des professionnels et du public général, qui vont de l'alphabétisation jusqu'aux services sociaux spécialisés, aux services juridiques spécialisés, aux thérapies spécialisées, aux médiations transculturelles. Et voilà, donc ça veut dire concrètement, il y a tout un chemin qui est ouvert là, mais c'est la ville de Paris, mais ce modèle pourrait être très bien déplacé dans d'autres régions, dans d'autres villes qui existent et qui sont à disposition des professionnels s'ils veulent bien se laisser le temps d'aller regarder sur Internet Action Transculturelle, la Maison des Réfugiés. Merci beaucoup. Et donc, pour votre deuxième intervention, hein, le message est passé. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, peut-être Guillaume et Jacob, moi j'en avais une pour vous. Voilà, puisqu'on est vraiment sur ce sujet hein, de l'inclusion. Est-ce qu'il n'y a pas des actions à mener? D'ailleurs, ça peut s'adresser à vous trois et même à vous quatre, sur la littératie en santé. Est-ce qu'il ne faut pas davantage promouvoir le parler patient? Tout à l'heure, hein, si je reprends le propos de Clémentine qui disait on devient l'expert de l'expert de l'expert, est-ce qu'on n'en demande pas de plus en plus en termes de formation, de professionnalisation, de connaissances, de compétences à ces associations? Et est-ce qu'il n'y a pas une action à mener là-dessus? On le voit d'ailleurs hein, dans le petit film, alors je ne sais plus quel est le terme qui est utilisé, et c'est juste le test d'effort. Voilà. Est-ce que ça fait partie peut-être des actions à mener pour une société plus inclusive et pour des actions plus citoyennes, plus... Vous voyez ce que je veux dire? Certainement, je pense que plus on en sait, moins on subit, en fait. Et donc, et plus on est soit acteur, accessible, voilà, que l'information soit plus on est informé, plus on est acteur, et ça va dans le bon sens indéniablement. Après, c'est un vaste sujet, hein, que le sujet de la littératie en santé, avec des très grandes inégalités. Et nous, on le voit sur Sentinelle, on voit la difficulté que l'on a à ne pas reproduire les inégalités sociales du système de soins parce qu'on est un outil digital qui demande une très grande aisance. Alors, pas tant avec le digital parce que c'est assez simple ce qu'on propose, mais ne serait-ce qu'avec la lecture et avec le fait de savoir, d'être à l'aise avec le fait de répondre à un questionnaire, par exemple. Et on fait face à des challenges qui sont des challenges nationaux, en fait, hein, qui sont vraiment… Et nous, c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler là en se rapprochant de la Croix-Rouge pour un peu mieux comprendre comment est-ce qu'on engage des publics qui sont plus éloignés de la santé dans la recherche. Mais c'est vrai qu'une des difficultés premières à laquelle on est confronté, c'est qu'ils ne sont déjà pas engagés dans la santé. Donc, les engager dans la recherche, c'est encore une étape tellement… c'est après, il faut déjà être bien dans le système de soins pour participer à la recherche. Donc oui, plus de littératie, ça permettrait d'être plus acteur, mais ça renvoie à des choses beaucoup plus larges sur les inégalités en santé, quoi. Jean-Philippe, on est aussi dans un champ là où c'est très complexe de suivre. Oui, alors c'est un vrai sujet, effectivement, c'est un sujet complexe, hein, mais du côté du patient, je pense que, en tout cas, moi, ça me donne envie d'évoquer l'éducation thérapeutique du patient. Mais c'est déjà du côté du patient. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut accompagner le patient à mieux appréhender sa maladie, mieux la comprendre. Et ces dispositifs, ces programmes aujourd'hui d'éducation thérapeutique du patient ont à cet égard, à mon avis, un rôle déterminant. D'abord parce qu'elles mettent autour de la table bien souvent des soignants et des professionnels de santé et des patients sur un pied d'égalité. On n'est plus sur quelque chose de descendant, on est vraiment sur des échanges. Et voilà, l'éducation thérapeutique me semble être… ça ne répond pas bien sûr aux besoins d'une société. Là, on est sur un autre enjeu. Je crois qu'il faut… la difficulté, c'est de ne pas réduire à peau de chagrin quelque chose qui est tout de même assez sérieux. Et parfois, les mots ont un sens et on ne peut pas vouloir absolument réduire à l'infini quelque chose qui est de l'ordre de la sémantique elle-même. Vous voyez, on peut vouloir réduire les choses, mais il me semble qu'il faut pouvoir s'arrêter. Et c'est aussi,
au grand public, à tout le monde, de faire cet effort-là. Je crois que la santé doit s'adapter, mais vous grand évoquiez la public question aussi, des droits et des devoirs, et je pense que justement, accompagner les patients, accompagner le grand public à s'approprier l'ensemble, enfin, en tout cas, leur donner l'impression que c'est une nécessité, enfin, me semble important, vraiment. C'est très intéressant aussi. permet de- L'avenir. Oui. Je voudrais juste rebondir avant de vous quitter simplement sur cette question de la langue et sur la question de l'accessibilité à cette langue. Nous, on intervient vous voyez, dans le micro-monde que représente une relation duel patient-médecin. Et c'est vrai que, quelle que soit l'origine du patient, il y a toujours nécessité de reformuler le discours médical, toujours. Parce qu'on a une langue très singulière, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a une langue qui exclut l'autre, qui nous permet de nous retrouver entre nous, mais qui est par là même excluante. Et on est baigné, on a été formé dans cette langue-là, et on la pratique de manière quasiment inconsciente. Et c'est vraiment une des étapes essentielles d'une médiation, c'est de pouvoir permettre que le patient puisse s'emparer de ce discours, mais pour s'en emparer, il faut à nouveau le reformuler et le passer parfois au filtre du médiateur culturel qui va nous dire si la discussion entre médecins elle est entendable, audible par le patient. Donc, ça veut dire concrètement, il y a toujours un chemin de traduction, quelle que soit l'origine du patient, des passerelles à mettre entre médecins et patients. Merci beaucoup, docteur Bouzna. Et bien sûr, Éric Salard, peut-être aussi en forme de conclusion. J'ai une dernière chose à dire. Lundi après-midi, je participais à la conférence nationale de la refondation. Vous voyez à peu près ce que c'est. Conseil, sur l'invitation de la RS Île-de-France, j'étais animateur et rapporteur d'un certain nombre de propositions durant cette manifestation. Et l'une des revendications que nous avons présentées au ministre et sur laquelle, étonnamment, il a eu un accord, il a eu un accueil extrêmement positif, c'était de premier point, de demander à ce qu'on réinclue dans le cursus scolaire jusqu'au bac une obligation de cours sur la découverte du système de santé et du monde de la santé. Alors ça, c'est complexe. Voilà, au moins 2 à 4 heures par an, par âge. Et la deuxième chose sur laquelle moi je me suis vraiment battu et je suis arrivé à avoir un consensus, c'est qu'on crée des postes de médiateurs en santé spécifiquement tournés vers la médiation, vers la prévention, j'y suis arrivé, primaire, mais également secondaire et tertiaire, mais que ces postes de médiateurs en santé ne soient pas trustés que par les personnels soignants, qui déjà ont du mal à assurer le quotidien, mais qu'elles soient également ouvertes à des patients experts ou des pères aidants. Parce que c'est pour nous une nécessité absolue qu'un patient qui a acquis une certaine expérience puisse exprimer avec les mêmes mots que la personne qui est nouvelle dans le système, un certain nombre de choses et surtout qu'il puisse traduire. Ça revient un peu à ce que disait tout à l'heure M. Bouzna, mais là pour les populations étrangères. Mais c'est un point essentiel parce que ce n'est pas, malheureusement, ce ne sont pas que les populations étrangères qui sont isolées du soin, c'est aussi des populations de langue française ne disposant pas de l'information suffisante et ne sachant pas vers où aller ou vers qui se tourner. Et donc, cette médiation en santé, avec des patients experts et des pères aidants, a semblé retenir l'attention du ministre. Maintenant, soyons clairs, il a été extrêmement positif, mais le ministre du budget, à mon avis, va vite remettre les choses à l'heure. Mais bon, voilà, il n'empêche qu'on a une ouverture. Donc, si vous pouvez tous ensemble pousser dans ce sens-là, ce serait pas mal. Parce que je pense que c'est un besoin d'humanisation nécessaire du soin. Merci. Merci, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous trois, Serge Bouzna. Merci beaucoup.
Et donc, eh ben, écoutez, on se retrouve vraiment dans quelques secondes avec un autre sujet extrêmement important qui est mon espace santé. Et nous allons avoir le plaisir donc d'accueillir Ella Gariani. Avant peut-être le lancement du jingle, une réponse à des questions qui nous ont aussi été posées. C'est donc le compte Instagram d'Ivana. Donc, je vous le donne. C'est VANO2U. VANO2U, sous votre contrôle, Ivana, _, donc le tiré du 8 et un V. Et donc, pour vous retrouver sur les autres réseaux sociaux, c'est Ivana Vargas avec un V. Voilà. Et